pour un féminisme matérialiste. Nous sommes femmes, nous sommes sociologues, c'est-à-dire scientifiques. Nous tenons un discours sur la société, donc sur les femmes. Que signifie l'irruption du féminisme dans la société ? Que signifie l'irruption du féminisme dans la sociologie ou plus généralement dans les sciences humaines ? Il faut écarter d'emblée deux compréhensions possibles de cette irruption, la multiplication des même qu'avant études sur les femmes, l'étude des femmes par les femmes. Qu'est-ce alors que le féminisme ? Le féminisme est d'abord un mouvement social. Comme tout mouvement de révolte, son existence même pose, explicitement ou implicitement, deux postulats fondamentaux. La situation des femmes est un sujet de révolte. Ceci est une platitude, mais cette platitude entraîne un corollaire beaucoup moins admis. On ne se révolte pas contre ce qui est naturel, donc inévitable, ou inévitable donc naturel. Dès lors qu'il y a révolte, il y a concurremment et nécessairement notion d'un process résistible. Ce qui est résistible n'est pas inévitable. Ce qui n'est pas inévitable pourrait être autre, est arbitraire, donc social. L'implication logique et nécessaire de la révolte des femmes, comme de toute révolte, est que leur situation peut être changée. Sinon, pourquoi se révolter ? La croyance à la possibilité du changement implique la croyance à l'origine sociale de la situation. Le renouveau du féminisme a coïncidé avec l'emploi du terme « oppression ». L'idéologie, c'est-à-dire le sens commun, le discours quotidien, ne parle pas d'oppression mais de « condition féminine » entre guillemets. Il renvoie à une explication naturaliste, à une contrainte de la physis, la réalité extérieure hors d'atteinte et non modifiable par l'action humaine. Le terme d'oppression, au contraire, renvoie à un arbitraire, à une explication et à une situation politique. Oppression et oppression sociale sont donc synonymes, ou plutôt, oppression sociale est un pléonasme. La notion d'une cause politique, c'est-à-dire sociale, fait partie intégrante du concept d'oppression. Ce terme est donc la base, le point de départ de toute étude comme de toute démarche féministe. Son emploi modifie radicalement les données, non seulement de la sociologie, mais de toutes les sciences humaines. Il rend caduques toutes les démarches scientifiques entre guillemets qui, parlant des femmes d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, n'incluent pas le concept d'oppression. Une étude féministe est une étude dont le but est de rendre compte de la situation des femmes. Cette situation étant définie comme une situation d'oppression, il devient impossible d'utiliser sans incohérence des prémices théoriques qui, n'incluant pas ce concept, l'excluent. Ainsi, il ne s'agit pas seulement pour une démarche féministe d'appliquer à l'étude des femmes, avec une bonne volonté politique, les prémices inchangées des sciences constituées. Il est inutile de s'étendre sur les prémices qui sont ainsi rendues caduques dans chaque discipline particulière. Nous savons que celle de la sociologie, par exemple, comporte la négation de l'oppression des femmes et en conséquence ne peuvent pas en rendre compte, ne peuvent pas retrouver à l'arrivée ce qu'elles ont nié au départ, elles ne peuvent que la masquer et dans cette mesure contribuer à la perpétuer. Il semblerait pourtant qu'il exista un aspect de la sociologie qui fut compatible a priori avec le féminisme, avec la révolte, la notion de l'origine sociale des phénomènes sociaux. Mais cette compatibilité reste à l'état de virtualité, car une théorie peut se dire sociologique sans l'être. La plupart des théories sociologiques nient non seulement l'oppression des femmes, mais le social lui-même. Le fonctionnalisme est en dernière analyse un cas typique de réductionnisme psychologique. Le structuralisme est également un réductionnisme psychologique, quoique différent du premier. L'un s'appuie sur le freudisme, sur l'universalité des instincts, l'autre sur l'universalité des structures cognitives. L'un et l'autre expliquent les différentes formations sociales et le phénomène social lui-même par une nature humaine. Toutes ces théories sont des expressions de l'idéalisme, totalement incompatibles avec la révolte des groupes opprimés, en ce qu'elles affirment que l'histoire est le produit d'un fonctionnement individuel, universel, biologique. Il existe des domaines indifférents et indépendants des rapports de pouvoir entre les groupes. Féminisme et matérialisme. Une science féministe ou prolétarienne peut parvenir à expliquer l'oppression. Pour ce faire, elle doit en partir,
Si elle est cohérente, elle débouche inévitablement sur une théorie de l'histoire, car elle doit en avoir une, où celle-ci s'écrit et se décrit en termes de domination des groupes sociaux les uns par les autres. De même, elle ne peut considérer a priori aucun domaine de la réalité ou de la connaissance comme extérieur à cette dynamique fondamentale. Une interprétation féministe de l'histoire est donc matérialiste au sens large, c'est-à-dire que ses prémices la conduisent à considérer les productions intellectuelles comme le produit de rapports sociaux et à considérer ceux-ci comme des rapports de domination. Les implications ne concernent pas seulement des théories ou des domaines précis, des contenus. Elles concernent directement l'existence de ces domaines en tant que tels, leurs principes de constitution, c'est-à-dire les principes de division du réel en domaines de la connaissance. En effet, toute catégorisation, séparation en domaines, suppose une théorie implicite de la nature humaine, de la nature du social, de l'histoire. La division de la connaissance en domaines étanches est, au même titre que le contenu de ces domaines, un effet et une arme de l'idéologie. Matérialisme et interdisciplinarité. L'idée qu'il existe des domaines séparés de l'expérience dont s'occupent des disciplines distinctes, avec chacune leur méthode qui se réunissent ensuite pour juxtaposer leurs trouvailles, est typiquement antimatérialiste. Qu'est-ce en effet que cette confrontation, cette interdisciplinarité tant vantée ? Ce n'est que le résultat de la disciplinarité qu'elle présuppose. Or, celle-ci est fondée sur le postulat que des niveaux subjectivement distincts, dans la subjectivité de notre société, de l'expérience, obéissent chacun à des lois propres, le psychisme aux lois de l'instinct, le social aux lois de l'interaction, etc. Très concrètement, on voit le caractère réactionnaire de cette démarche dans l'étude de la famille, où l'on sépare comme obéissant à des logiques distinctes et hétérogènes les rapports sexuels des époux, de leurs rapports économiques, de leurs rapports sociaux, etc. Juxtaposer ces résultats hétéroclites aboutit à une mosaïque inintéressante, dépourvue de signification, mais dont l'intérêt pour la science réside précisément en cela, dans la négation de l'unité profonde de tous ces niveaux qui sont tous lieux et moyens de l'oppression. Disciplinarité et idéologie. La science officielle et ses découpages ont donc pour but et pour résultat l'inintelligibilité de l'expérience humaine. Ce qui est vrai de la sociologie l'est aussi des disciplines qui, avec elle, se partagent les sciences humaines. La psychanalyse, par exemple, réclame et revendique la sexualité comme son domaine. La psychanalyse et la sociologie ne prennent pas en compte l'oppression des femmes. Ne la prenant pas en compte, elles la reprennent nécessairement à leur compte. Elles l'intègrent comme un donné. Elles étudient des domaines de la vie sociale et de l'expérience subjective où et par lesquels les femmes sont opprimées sans que cette oppression apparaisse comme telle. Elles ont donc une fonction idéologique précise, faire disparaître l'oppression des femmes des résultats de leurs études. Et comme tout est circulaire, ceci n'est accompli qu'au prix de l'avoir nié au départ. De l'illusion qu'on peut abstraire des concepts techniques de leur contexte réactionnaire. La question est donc, comment utiliser contre l'oppression des femmes une connaissance qui la présuppose ? Peut-on même en utiliser des éléments ? La réponse positive à cette question, aujourd'hui prévalente, repose sur l'idée que l'on peut dissocier la philosophie sociale exprimée par certaines théories de leurs concepts. Or, ces éléments sont eux-mêmes obtenus à partir de prémices épistémologiques. Toute science construit son objet. Ceci signifie que non seulement son contenu théorique, mais les limites et la définition de son champ d'application, son domaine même, loin de préexister la discipline, en sont une création. Et les prémices de toutes les sciences humaines, dans la mesure où elles ne posent pas les rapports hommes-femmes comme des rapports d'oppression, les posent par action ou par omission comme autres. Ces prémices sont donc en opposition radicale avec celle de la libération des femmes. Une connaissance qui part de l'oppression des femmes ne peut donc se contenter de remettre en question tel ou tel résultat de telle ou telle discipline. Elle doit contester les prémices mêmes à partir desquelles ces résultats ont été obtenus, le point de vue d'où les faits ont été regardés,
le point de vue qui a constitué les faits en fait. Ce n'est pas seulement l'interprétation de l'objet qui est en cause, mais le regard qui perçoit l'objet et l'objet qu'il constitue, donc jusqu'aux concepts les plus apparemment techniques et neutres, entre guillemets. Il est illusoire de prétendre parvenir à des interprétations différentes avec les mêmes instruments conceptuels. Ceux-ci ne sont pas plus neutres, pas moins construits que les domaines qu'ils délimitent, ni que les théories, le contenu des disciplines qu'ils sécrètent. Le refus de l'interdisciplinarité ne signifie pas le refus de reconnaître l'expérience subjective connaît des différents niveaux. Il signifie le refus du découpage actuel de la réalité en domaines, fiefs, des disciplines, découpage né d'eux et accréditant l'idée que des parts entières de l'expérience sont extérieures à l'oppression, c'est-à-dire aux politiques. Au patchwork de l'inter et de la disciplinarité, une démarche féministe matérialiste oppose une dynamique unique, se traduisant différemment à différents niveaux qui restent entièrement à définir. Cette démarche récuse le structuralisme, par exemple, non en ce qu'il postule l'existence d'un niveau cognitif subjectivement distinct, mais en ce qu'il impute à ce niveau un contenu indépendant des rapports sociaux. Elle récuse la psychanalyse, non en ce que celle-ci postule l'existence d'un niveau subjectivement subjectif, c'est-à-dire ressenti par les individus comme subjectif, mais en ce qu'elle impute à ce niveau un contenu indépendant des rapports sociaux. Il va sans dire que le social dont il est question ici n'est pas le social des journalistes, l'extérieur opposé à l'intérieur, le superficiel, l'événementiel opposé au profond. C'est le politique opposé au privé. La prééminence accordée à ce social n'a rien à voir non plus avec un chauvinisme de spécialiste. C'est un parti pris théorique qui s'oppose au contraire à la conception prévalente des spécialités. C'est une vue globale de l'histoire, donc des sciences humaines, qui interdit tout recours à des facteurs extra-sociaux et extra-historiques. En effet, un tel recours, aussi limité soit-il, est incompatible avec le concept d'oppression. Pensée matérialiste et situation politique de qui pense. Qu'il n'y ait pas de connaissance neutre est un lieu commun. Mais de notre point de vue, cela a un sens très précis. Toute connaissance est le produit d'une situation historique, qu'elle le sache ou non. Mais qu'elle le sache ou non fait une grande différence. Si elle ne le sait pas, si elle se prétend neutre, elle nie l'histoire qu'elle prétend expliquer. Elle est idéologie et non connaissance. Toute connaissance qui ne reconnaît pas, qui ne prend pas pour prémisse l'oppression sociale, la nie et en conséquence la sert objectivement. Une connaissance qui prendrait pour point de départ l'oppression des femmes constituerait une révolution épistémologique et non une nouvelle discipline ayant les femmes pour objet ou une explication ad hoc d'une oppression particulière. Ce serait une expression du matérialisme, mais aussi un renouveau de celui-ci. En effet, elle apporterait un point de vue matérialiste jusqu'ici ignoré, celui de l'oppression des femmes, c'est-à-dire un regard nouveau, et non un nouvel objet. Et ce regard s'appliquerait nécessairement à la totalité de l'expérience humaine, individuelle ou collective. Un exemple. Comment le matérialisme peut-il être étendu ? Jusqu'à présent, il a signifié, dénoté, une théorie de l'histoire comme histoire de la lutte des classes. Mais les femmes étaient exclues de ces classes en tant que groupe. Leur oppression n'était pas pensée comme une exploitation de classe. Or, je maintiens que c'est l'absence des femmes de l'histoire, de sa représentation matérialiste, qui a laissé ce champ libre à l'instauration et au maintien de domaines réservés, à l'accaparement par des disciplines, c'est-à-dire des points de vue idéalistes, de secteurs entiers de l'expérience. Autant le matérialisme pouvait s'appliquer à la production des idées, par exemple, dont le rôle était clair dans l'exploitation des prolétaires, dans la lutte des classes traditionnellement définies, autant ce qui était considéré comme subjectivité, affectivité, sexualité lui échappait. Cette contradiction était patente et inévitable. Elle ne pouvait pas manquer d'apparaître comme une contradiction, pas plus qu'elle ne pouvait être résolue. Toute l'histoire intellectuelle de la première moitié et peut-être aussi de la seconde moitié du XXe siècle
est marquée par les tentatives sans cesse renouvelées, d'unifier les principes d'explication. Ces tentatives ont pris la forme d'essais de conciliation ou de réconciliation entre le freudisme et le marxisme. Inutile de dire que si elles ont été nombreuses, c'est parce que la contradiction est douloureuse, bien sûr, mais aussi parce que chacune d'elles s'est soldée par un échec. Cet échec était inscrit dans les prémices mêmes de ces poursuites. C'est au niveau des résultats que l'on tentait de concilier ces démarches, oubliant que leurs prémices épistémologiques étaient irréconciliables. L'échec de ces tentatives est dû à ce qu'elles ont toutes accepté la prétention exorbitante de la psychanalyse d'être non pas un système d'interprétation de la subjectivité, mais la subjectivité même. J'en prendrai pour preuve le fait que, non seulement pour les tenants de la psychanalyse, mais pour la vaste majorité des gens, la récusation de la théorie psychanalytique est synonyme de désintérêt pour son objet, d'indifférence à et même de négation de l'existence de la subjectivité. Dès lors qu'elles acceptaient cette prétention, ces tentatives étaient vouées à l'échec car elles devaient accepter les prémices de la psychanalyse. Or, les accepter revient à accepter l'entrée en scène de l'idéalisme. Sous couvert d'introduire le matérialisme dans la subjectivité, on introduisait en fait l'ennemi dans la place, l'idéalisme dans l'histoire. Connaissance et lutte. Mais pourquoi ces tentatives devaient-elles accepter les prémices de la psychanalyse, qui n'est qu'une des formes du psychologisme, lui-même une des formes de l'idéalisme ? Tout simplement parce que les domaines accaparés par le psychologisme n'étaient pas des lieux d'affrontement entre les groupes seuls reconnus comme classes, prolétaires et capitalistes. Dès lors que seuls ces groupes étaient reconnus comme classes et que la théorie matérialiste de l'histoire se réduisait à l'histoire de leur affrontement, les domaines où cet affrontement ne se produisait pas étaient nécessairement laissés en dehors de la problématique de la lutte des classes et donc du matérialisme. La tentative de Wilhelm Reich est exemplaire à cet égard. Il a cru faire rentrer la sexualité sous la houlette du matérialisme et en réalité, il n'a fait que le trahir, que psychologiser la lutte des classes. La sexualité est bien le lieu d'une lutte de classe, d'un des champs de l'affrontement de deux groupes. Mais ces groupes ne sont pas les prolétaires et les capitalistes, mais les femmes sociales et les hommes sociaux. Seule la lutte des femmes et la conceptualisation simultanée de leurs conditions comme oppression font entrer la sexualité dans le champ du politique. La lutte des femmes, en imprimant le mot oppression sur le domaine de la sexualité, l'annexe au matérialisme. Elle est la condition nécessaire de cette annexion. Les appels à une psychologie matérialiste ne sont pas nouveaux. Comment expliquer qu'en dépit de la nécessité reconnue de considérer la subjectivité comme l'une des expressions, sinon l'un des rouages de l'organisation sociale, la démarche inverse n'ait cessé de faire des progrès depuis ces appels, depuis 40 ans. Que le biologisme, l'instinctualisme continuent de régner sur, mieux de constituer l'étude du psychisme, que le psychologisme ne se limite même pas à l'étude de la subjectivité, mais sévisse dans l'étude de l'interaction, des groupes et même des institutions. Comment l'expliquer, sinon en admettant que la base politique manquait à une telle connaissance ? Même si la lutte des femmes est la condition nécessaire à l'inclusion de nouveaux domaines de l'expérience dans l'analyse matérialiste, réciproquement, l'analyse matérialiste de tous les lieux de leur oppression est un des procès de cette lutte et un procès indispensable. Tant qu'un domaine restait en dehors de la lutte des classes, il demeurait hors d'atteinte du matérialisme. Et pour qu'il cesse de l'être, il ne suffisait pas seulement qu'il soit un lieu d'antagonisme réel, encore fallait-il que ces antagonismes prissent la forme d'un affrontement consciemment politique. Tel a été le sens de l'émergence des mouvements de libération des femmes. La conceptualisation a suivi, car elle ne peut que suivre les mouvements sociaux réels. La condition des femmes n'a pas donné lieu à une lutte parce qu'elle était politique. Le politique est un concept, pas un élément de la réalité concrète. Elle est devenue politique dès lors qu'elle a donné lieu à une lutte et que dans le même moment, cette condition a été pensée comme oppression. Aujourd'hui, les conditions sont réunies qui ne l'étaient pas avant pour l'avènement d'une nouvelle étape de la connaissance. Par exemple, les femmes étaient opprimées avant et opprimées aussi dans et par la sexualité.
Mais cela n'était pas suffisant pour que la sexualité soit envisagée d'un point de vue matérialiste. En effet, la conscience de classe des prolétaires n'est pas le résultat de la théorie marxiste du capital. Au contraire, c'est la théorie marxiste du capital qui est fondée sur les prémices nécessaires de l'oppression des prolétaires. L'oppression est une conceptualisation possible d'une situation donnée, et cette conceptualisation ne peut provenir que d'un point de vue, c'est-à-dire d'une place précise dans cette condition, celle d'opprimer. De même, ce n'est que du point de vue et de vie des femmes que leur condition peut être conçue comme une oppression. Cette prise de conscience n'est ni antérieure ni postérieure à la lutte, à l'agir. Elle en est simultanée parce qu'elle est l'aspect de la conscience de la lutte. En d'autres termes, il s'agit de deux aspects d'un même phénomène, non de deux phénomènes différents. La lutte des femmes est un fait politique concret qui ne fait pas qu'ajouter un élément nouveau au domaine politique, mais le bouleverse de fond en comble. On exprimerait la même chose en disant que la conscience des femmes opprimées change la définition même de l'oppression. Conclusion. Le féminisme matérialiste est donc une démarche intellectuelle dont l'avènement est crucial, et pour les mouvements sociaux, pour la lutte féministe et pour la connaissance. Cette démarche ne saurait, ne pourrait, même si elle le voulait, se limiter à la seule population, à la seule oppression des femmes. Elle ne laissera intouchée aucune part de la réalité, aucun domaine de la connaissance, aucun aspect du monde. Comme le féminisme mouvement vise la révolution de la réalité sociale, le féminisme point de vue théorique, et chacun est indispensable à l'autre, doit viser une révolution de la connaissance.